Chapitre 7. Les îles Cornog. On sentait, en s'approchant du rivage, un changement subtil de l'atmosphère, comme si ce chapelet d'îles baignait dans un air différent. Guaspare, pour une fois, ne regardait pas Agnese, assise devant lui dans la chaloupe. Tendu comme un félin à l'approche de l'orage, il scrutait cette gueule dans laquelle il avait voulu se jeter, contre la vie de son second. Presque sans y penser, il fit un mouvement d'épaule en arrière qui dénuda la lame du poignard qu'il avait à la ceinture. C'était un réflexe parfaitement inutile. La chaloupe avait été escortée par de toutes petites embarcations extrêmement rapides. « Comment peuvent-ils aller aussi vite sur l'eau » demanda Agnese stupéfaite. « Cela s'appelle un galeotto, dit Guaspare. Regarde ce système de manivelle. Cela permet à un homme seul d'actionner une hélice mécanique dotée de grandes pales. »« Cela a l'air de demander beaucoup de force, » murmura Agnese. Guaspare acquiesça. Les hommes qu'il avait entrevus jusqu'à présent paraissaient accorder une importance toute particulière au volume de leurs muscles. Si ces galeotti prenaient leur chaloupe en chasse, il était évident qu'ils seraient rattrapés en un rien de temps. Des mousquets luisants, disposés dans des poches spéciales de leurs vestes frustes, réfléchissaient régulièrement des éclairs de lumière aveuglants. Dans la laideur consternante de leurs vêtements, de leurs bâtiments et même de leurs embarcations, les armes à feu faisaient figure d'exception. Amoureusement polies, gravées de belles arabesques, ces œuvres d'art et de mort attiraient le regard de Guaspare. Les galeotti autour d'eux faisaient, par rodomontade, des figures presque acrobatiques, tout en restant à leur hauteur. Agnese, en alerte, se tenait parfaitement immobile, et Guaspare était heureux, pour cette unique fois, d'avoir à ses côtés la prêtresse de la mer que les Cornogans observaient avec une certaine défiance. En revanche, Agnese d'une part et les 3 marins armés de poignards d'autre part suscitaient des commentaires moqueurs ou concupiscents. La manœuvre pour amarrer la chaloupe fut lente. Des badauds s'attroupèrent de plus en plus nombreux pour les regarder débarquer. « Il n'y a donc pas de femmes sur ces îles » murmura Agnese. « Je vous l'ai dit, Agnese, ce sont des pillards » répondit la prêtresse de la mer avec un profond mépris. « Et des violeurs » ajouta Agnese à mi-voix. Guaspare ne put s'empêcher de repenser aux paroles prophétiques d'Alamanno Bellini. « Pardonnez-moi, capitaine, mais il ne s'agit pas de rumeurs infondées. Les habitants de Cornog sont connus pour des actes de piraterie occasionnels et ils ne portent certes aucun intérêt à l'art. » Comme il s'apprêtait à mettre pied à terre, il aperçut 4 galeotti qui se dirigeaient dans de grandes gerbes d'eau vers la Liberta. Il n'eut pas le temps d'y songer plus avant, car un personnage sinistre, un homme entre 2 âges, massif, avec un œil au beurre noir, lui adressa la parole avec un fort accent. « Je n'aurais jamais cru qu'un Marsilien serait assez fou pour s'aventurer ici. Vous êtes des curiosités. » La menace et la moquerie, étroitement associées, se faisaient théâtrales, et les badauds se taisaient comme les spectateurs d'une comédie. Guaspare sauta prestement sur le quai. « Nous sommes prêts à payer un bon prix pour le ravitaillement, et j'ai avec moi une demoiselle qui est originaire de votre peuple. » Il tendit la main à Agnese, puis à Marla, tandis que les marins qui l'accompagnaient sautaient pour amarrer la chaloupe. Les 2 femmes gardaient les yeux baissés. « Halte ! Qui vous a dit d'accoster ?»« Si vous voulez faire du commerce, il faut bien que j'accoste. Et si vous voulez me tuer, ce sera plus facile aussi, » dit Guaspare d'un ton bravache. La répartie fit rire l'assemblée. Marla releva la tête et s'interposa de manière un peu brutale entre Guaspare et le Cornogan. Elle darda ses yeux perçants sur ce dernier et lui murmura quelque chose que Guaspare n'entendit pas. Puis elle se tourna vers les autres, et Guaspare eût juré qu'elle grandissait de quelques pouces. La mer sait se montrer généreuse envers ceux qui la respectent,
et mettre au pas ceux qui la profanent, articula-t-elle. Remballe tes boniments, femme, cria un jeune garçon sur la droite de la prêtresse, et que notre jolie compatriote vienne me montrer si elle est bien de chez nous. Des rires fusèrent, mais pas longtemps. Marla regarda le jeune garçon droit dans les yeux et lui dit d'une étrange voix « Sens-tu tes jambes qui se mettent à flageoler et qui ne te portent plus? La mer te rappelle à la terre pour ta leçon d'humilité. » D'un air incrédule et paniqué, le jeune garçon se mit à vaciller sur ses jambes et tomba soudain à genoux. Marla entendit le cliquetis des mousquets qu'on armait, mais, dans le silence, elle recula d'un pas derrière Guasparé, tête baissée. « Nous avons besoin de 20 tonneaux d'eau et de 10 tonneaux d'eau de vie, lança-t-il. Si vous acceptez l'or marsilien, bien sûr. » Le cornogan à l'œil au beurre noir sembla se remettre de sa stupeur. « Je vous les échange contre la demoiselle, qui semble avoir envie de revenir à la maison. » Agnès leva vivement les yeux vers lui, et il y eut un murmure de surprise parmi les plus âgés. « C'est pas possible, c'est de la sorcellerie. Son médaillon. Santa !» Le cornogan parut s'enflammer au contact des yeux verts, comme si leurs rayons transportaient un alcool volatile. « Vous avez bien fait de me ramener cette meurtrière, ça fait des années que nous la recherchons pour lui infliger le supplice des parricides. » Guasparé essaya de dissimuler sa surprise. « Je ne suis pas Santa, » dit Agnès d'une voix forte. « Je suis sa fille, mais j'ignore tout de son histoire. Je désire savoir s'il me reste de la famille ici, ou un lieu que je pourrais visiter. » Il y eut des rires sombres, lugubres. « Tu lui ressembles tellement que j'ai du mal à croire que tu n'es pas elle. Mais t'as pas une ride, et Santa serait pas assez bête pour remettre les pieds ici. Ah, de la famille, mais elle a massacré tout le monde avant de se sauver. Sa mère et son père. Prendre la vie d'une femme passe encore, mais prendre la vie d'un homme, et prendre un bateau, c'est une dette de sang. Viens-tu pour la payer à sa place ?» Guasparé, dès cet instant, sut que les cornogans étaient devenus véritablement hostiles. Dans un laps de temps très court, il entendit le son d'une corne et vit qu'un certain nombre d'hommes grimpaient dans des galéotis. « Remontez dans la chaloupe » siffla-t-il entre ses dents. Les deux femmes s'exécutèrent, suivies des matelots dont les mains se promenaient nerveusement sur le manche de leurs dagues. « Je serais heureux de payer le prix fort pour mon ravitaillement si la dette peut être épongée par de l'or, » dit-il calmement. « Un tonneau de sang par tonneau d'eau de vie, » lança le cornogan avant de cracher par terre. « Et puisque t'as de l'or, tu nous le donneras, en plus du sang. » Guasparé sauta dans la chaloupe, un peu surpris qu'on ne l'en empêcha pas, mais il comprit bien vite qu'une douzaine de galéotis, en plus des 4 qui se trouvaient auprès de la Liberta, avaient l'intention de les aborder. À l'arrière de la Liberta, Alamano Bellini ne quittait pas sa longue-vue, en proie à l'une des plus vives colères qu'il eût jamais ressenties. Le capitaine eût mérité qu'il appareillât sans eux. Il avait eu bien tort de voir en lui depuis le début autre chose que ce qu'il était au fond, par le sang, par l'éducation, un aristocrate sans discipline, un prince qui avait pris la mer par caprice comme il aurait joué à un jeu. Comment avait-il pu prendre un Albarreño au sérieux? Son père, riche négociant, l'avait pourtant mis en garde depuis son enfance. Tout ce qu'il fallait prendre des aristocrates, c'était leurs œuvres, répétait le vieux marchand, car ces hommes et ces femmes ne valaient pas les poils de leurs pinceaux. Alamano avait été prévenu maintes fois, mais dans son arrogance, il n'avait pas écouté ces sages mises en garde. Il avait accepté ce poste sur la Liberta, grisé par le vent du prestige. Il avait voulu croire en l'honneur du capitaine, parce que cela l'arrangeait. Et maintenant que cet Albarreño de malheur reproduisait les frasques de son père et se mettait en danger avec tout le navire pour les beaux yeux d'une petite main, il ne savait plus s'il était en colère contre le capitaine ou contre lui-même. Tout ce qu'il savait, c'est que depuis qu'il avait vu la vitesse prodigieuse des galéotis sur la mer, depuis qu'il en avait vu 4 s'approcher du flanc de la Liberta, il avait presque peine à maîtriser sa rage et à réfléchir posément. « Lieutenant, doit-on remonter l'échelle ? » ?»« Certainement. » L'une des embarcations semblait à la traîne, tandis que les 3 autres, comme des marsouins joueurs, venaient taquiner l'étrave immense du galion. Bellini n'eut pas besoin de sa longue vue pour apercevoir l'équipement qui était à leur bord, grappins, échelles télescopiques, crocs d'abordage. La taille de la Liberta la mettait temporairement à l'abri.
Tous les hommes à leur poste de vigilance, cria-t-il. Cet ordre fut entendu par les Cornogans, tout en bas, à bord de leur galéotis. Ils éclatèrent de rire. « Bien reçu, mon capitaine !» lancèrent-ils par dérision. Les 3 bateaux faisaient des tours sur place, avançaient jusqu'à se cogner à l'étrave, puis reculaient à toute vitesse, faisant démonstration de leur prodigieuse maniabilité. Où donc était passé le 4e bateau ? L'attention de Bellini fut un instant mobilisée par des signes qu'il connaissait bien. La température se rafraîchissait, il y avait une lueur verdâtre à l'horizon, et des nuées d'oiseaux criards revenaient du large à tire-d'aile pour s'abriter sur l'île. Un grain approchait. Les Cornogans, dans un moutonnement d'écume, se mirent à choisir ostensiblement des instruments d'abordage et tentèrent d'installer une échelle contre le grand galion. Ce manège grotesque, qui n'aboutissait à rien, fascina un moment Bellini. Les Cornogans essayèrent de lancer un grappin et parvinrent, à la 4e tentative, à l'accrocher sur l'un des hublots des cabines. Le galéotto recula afin de tendre la corde, et un Cornogan aguerri se mit à jouer les funambules au-dessus des vagues qui se resserraient en faisant des gestes burlesques. « Regagnez votre embarcation !» hurla Bellini. « Quoi ?» hurla le Cornogan funambule, qui avançait lentement sur la corde du grappin à mi-hauteur de l'étrave. « Je vous entends mal avec le vent debout. » Bellini le regarda encore une minute, mais le marin tomba à l'eau en riant et les autres le rattrapèrent. « Détachez le grappin au niveau du magasin du contremaître, commanda Bellini, et armez vos mousquets pour mettre en joue ces canailles. » Des matelots armés se précipitèrent à ses côtés, tandis que le mousse descendait pour s'occuper du grappin. Sa tâche fut difficile, car la corde était très tendue, et il fallut attendre un mouvement de houle qui, en donnant du mou, permit à Pietro de retirer le grappin. Il jura en se blessant les mains, et la fourche métallique tomba bruyamment à l'eau. En riant de plus belle, les Cornogans tirèrent sur le grappin et le ramenèrent à bord. Et lorsque les premières gouttes glacées tombèrent sur son front, soudain dégrisé, Bellini comprit dans un éclair ce qui était en train de se passer. « Assez parlé de mes enfants, dit Lorenza. Parlez-moi de votre fils. »« Il me tarde de le revoir, dit à Eleanor avec un sourire vague. Nous avons tissé un lien très particulier, lui et moi, dans sa tendre enfance, et comme nous sommes tous les deux formés à l'esprit, nous réussissons à communiquer d'une certaine manière par-delà la distance. » Lorenza sourit à son tour, d'un air incrédule et un peu émerveillé. « Est-ce une métaphore ? » ?»« Oui et non. L'esprit permet beaucoup de choses, et presque tous les habitants d'Albâtre, grâce à ce que l'on appelle des anneaux de lien, sont capables d'émettre et de recevoir à distance des messages simples. Mais nous nous sommes toujours passés d'anneaux, Artus et moi. C'est comme si nos esprits n'avaient jamais été vraiment disjoints depuis sa naissance. « Quelle chance vous avez !» murmura la reine. Aélénor ne répondit pas. Comment pouvait-elle expliquer à la reine les douleurs et les sacrifices sur lesquels ce lien s'était tissé ? « Vous avez raison, j'ai beaucoup de chance, même si j'ai dû mettre une distance physique entre nous pour lui permettre de suivre son destin. Enfin, cela n'est... » Aélénor se tut brusquement. Cela faisait déjà quelques minutes que son attention était partiellement distraite par les bruits inhabituels qu'elle entendait autour de la cabine. Des coups répétés contre la coque, des rires inconnus, des ordres criés par le second d'une voix légèrement stridente. La demi-lune bleue qui ornait son front et qui répandait d'ordinaire lorsqu'elle parlait avec la reine une lueur très douce, s'aviva. Sans s'en rendre compte, elle utilisa l'esprit pour analyser l'ensemble des perceptions qui venaient jusqu'à elle, depuis les vibrations du bateau jusqu'au mouvement sur le pont supérieur, en passant par les voies, et se leva précipitamment. « Je vais devoir vous laisser, Lorenza. Pardonnez-moi. » Sans attendre de réponse, elle se dirigea vers Keller. Sur l'espace exigu du bateau, il lui suffisait de se concentrer pour savoir où il se trouvait, et ils n'eurent pas besoin de parler quand elle le croisa qui sortait de sa cabine. Sa pierre frontale à lui luisait d'une lumière blanche inaccoutumée. « Il se passe quelque chose à bâbord, dit-il en montant les marches 4 à 4. « Il se passe quelque chose de tous les côtés, murmura-t-elle, et les marins ont peur. Ils font face à un danger auquel ils ne sont pas habitués. » Arrivés sur le pont, ils prirent mieux la mesure de la situation. Le second et quelques matelots armés de mousquets étaient penchés sur le bastingage à l'arrière, à tribord, et tentaient de forcer 3 bateaux de Cornogans à reculer. Le reste de l'équipage regardait avec inquiétude dans cette direction.
De l'autre côté, là où la Liberta regardait vers le large, plus personne ne faisait le guet. Tandis qu'Aélénor rejoignait le second, Keller courut à bâbord. Le mousse Pietro le vit s'immobiliser, comme un chat figé devant sa proie, et frissonna en voyant la lumière blanche sur son front augmenter d'intensité. Très furtivement, il enjamba le bastingage, et Pietro, fasciné, se pencha à son tour et eut le plus grand mal à retenir un cri. Il y avait un galéotto, si petit qu'il était à peine visible, accroché on ne savait comment à la grande coque de la Liberta. Les 2 marins qui l'avaient manœuvré étaient en train d'escalader la paroi de bois convexe grâce à des étriers munis de lames, semblables à ce que portaient les élagueurs pour grimper en haut des troncs nus. Dans chaque main, ils avaient un poignard qu'ils enfonçaient aussi dans la coque. Ainsi munis de griffes acérées, ils grimpaient silencieusement, comme des félins. Pietro, d'où il était placé, voyait également Keller, qui s'était laissé glisser le long d'une corde jusqu'au niveau du cornogan qui était arrivé le plus haut. Mais comment allait-il se déplacer sur la coque, sans lame, sur cette surface courbe que la mousse rendait glissante? Pietro jura pourtant par la suite qu'il le fit. Dans une lumière blanche surnaturelle, l'étranger parut s'accrocher à des aspérités invisibles, ignorer la pesanteur, sauter sans prendre d'élan. Pietro n'avait jamais vu aucun homme se déplacer ainsi. Il donna un violent coup de pied sur la tête du cornogan, qui lâcha prise, et se rattrapa in extremis à l'un des poignards que l'homme laissa échapper en tombant. Il le ficha dans le bois, et grâce à cette unique prise, virevolta comme un démon et réussit à faire tomber le second intrus. Le premier, à moitié sonné, ne refaisait pas surface, mais le second nageait à présent rapidement vers le galéotto. Keller, d'un bond d'une précision qui eût paru impossible à tout autre que lui, fut dans l'embarcation le premier. Il libéra le croc d'abordage et le galéotto libéré se mit à dériver. Mais le cornogan nageait vite, avec une force désespérée. Keller prit le temps d'examiner le mécanisme compliqué qui actionnait les rames, et l'esprit lui fit comprendre, en quelques secondes, comment fonctionnait cette étrange hélice. Lorsqu'il fit tourner la bonne manivelle, tout en poussant un certain levier vers l'extérieur, l'embarcation s'élança vivement vers le large. En quelques mouvements désordonnés, il comprit comment diriger le bateau et contourna la Liberta par l'avant. Ce fut à ce moment qu'il sentit sur son visage les premières gouttes de pluie. « Que faites-vous ici? Je vous avais dit de rester à vos postes de vigilance. Qui est à bâbord ?» hurla le lieutenant Bellini avec une pointe d'affolement. « Ne vous inquiétez pas, Keller s'occupe de ce qui se passe là-bas, » dit Aélénor en s'approchant. Bellini lui adressa un regard d'incompréhension furieuse. « Entrez dans votre cabine, madame, ce n'est pas là la place d'une dame. » Il crut voir un demi-sourire se dessiner sur ses lèvres, tandis que sa pierre frontale concentrait son rayon sur lui. « Laissez-moi faire, » lui dit-elle d'une voix étrange, très grave. Il se sentit instantanément rassuré par cette présence, et se tut, tandis que l'étrangère prenait sa place, par-dessus le bastingage, à la verticale des embarcations cornoganes. Aélénor s'adressa d'abord aux marins armés de leurs mousquets, qui regardaient vers Bellini d'un air gauche. « Tirez dans l'eau, dit-elle, assez près de leur bateau. » Les marins, qui semblaient manipuler leurs mousquets pour la première fois, s'enhardirent, et les détonations sèches crépitèrent à travers la pluie qui commençait à s'intensifier. Les cornogans, qui pensaient avoir fait gagner suffisamment de temps à leurs comparses, manœuvrèrent pour s'écarter légèrement de la Liberta. Un rapide coup d'œil à travers les nappes d'eau qui tombaient apprit à Aélénor que la chaloupe du capitaine revenait vers la Liberta, flanquée d'une nuée de galéotis, et que Keller, à bord lui aussi d'un galéotto, était en train de se diriger au-devant d'elle. Les 3 embarcations qu'elle venait de chasser venaient se mettre en travers de son chemin. La chaloupe serait bientôt encerclée, et si personne ne faisait rien, Keller seul ne pourrait la sauver d'un abordage certain. Elle décida alors de faire tonner sa voix, et tous les marins, quasiment jusqu'au rivage, purent voir l'éclair bleu qui jaillit de son front et entendre sa voix d'orage d'une puissance surnaturelle. « Abandonnez la poursuite ou subissez ma foudre !» Aélénor chancela, épuisée par l'effort, et ne se retint de tomber que grâce au bras du lieutenant Bellini. Cette utilisation spectaculaire de l'esprit avait un coût, et il fallait espérer qu'elle aurait produit suffisamment d'effet, car elle se sentait incapable d'en faire davantage. Keller, plus proche des 3 embarcations,
était à portée de voix, et il se mit à réciter des mots étranges, dans un marsilien imparfait, tandis que son front l'éclairait de blanc. Que ceux qui font obstacle aux sorcières réfléchissent à 2 fois à la souffrance à laquelle ils se condamnent, que le feu de leurs entrailles, que la terre en leur bouche, que leurs poumons suffoqués, que le poids infini de l'eau s'engouffrant en leurs orifices, les dissuade de tenter de porter la main sur leurs hôtes, car il n'y aura nul port franc, nul asile et nul enfer où l'esprit des sorcières ne les traquera. Le grain battait son plein, et des rafales glacées rendaient la navigation plus difficile. Les Cornogans qui avaient entendu Keller hésitèrent un moment. Ce fou avait-il tué leurs 2 compagnons? La chaloupe s'avançait vers eux, et debout à sa proue, la sorcière aux cheveux courts leur intimait l'ordre de faire place. La jeune fille, encore plus belle dans l'orage, ses vêtements mouillés collant à son corps sculptural, les poursuivait de son regard vert étincelant. Guasparé avait pris la barre et s'avançait au culot bravement, comptant sur la différence de taille entre la chaloupe et les galéotis pour déstabiliser ceux-ci s'il maintenait sa vitesse. La prêtresse de la mer leur ordonna une dernière fois de faire place. Il n'était que 3 dans cette zone, contre une chaloupe et un autre galéoto, que l'homme manœuvrait avec une adresse improbable. Les autres galéotis arriveraient bientôt, mais pas avant qu'ils ne fissent les frais de l'assaut. Par chance, par miracle, un éclair déchira le ciel, et la foudre retentit, enfonçant le coin dans la brèche que les manifestations surnaturelles avaient déjà ouverte dans leur esprit fruste. Des légendes enfantines parlaient, dans les îles Cornog, de sorcières commandant à la tempête. Il valait mieux éviter de s'y frotter. Les 3 bateaux s'écartèrent, et la chaloupe traversa leur rangée desserrée. « Lancez les échelles de corde !» cria Bellini. Keller abandonna le galéoto et grimpa le premier à bord. Les passagers de la chaloupe se hissèrent avec plus de difficulté. Les doigts glacés ne tenaient rien, et les cordages mouillés glissaient. Quand ils furent sains et saufs, Guasparé fixa la chaloupe sur le bossoir et resta à bord pour vérifier qu'elle était correctement hissée jusqu'à l'entrepont. À peine avait-il mis un pied sur le pont que le lieutenant Bellini sauta sur lui. « Capitaine, je sollicite un entretien immédiat. »« Occupez-vous plutôt de la manœuvre et quittons ce rivage au plus vite, » dit Guasparé calmement. « Retrouvez-moi dans ma cabine, dans 1 heure. » Le capitaine fit ensuite le tour de la Liberta, vérifia le moral de l'équipage, le félicita, écouta le récit décousu que chacun voulait lui faire des événements, alla témoigner sa gratitude à Éléonore et Keller, puis alla voir sa mère, dans l'espoir de trouver Agnese à son chevet. Mais il ne la trouva pas, et cela le contraria grandement. Il venait de faire 1000 concessions à son amour, de faire semblant de se préoccuper de choses qui ne l'intéressaient pas, quand la seule chose qu'il désira était de la retrouver, elle, dans l'intimité de sa cabine, de la déshabiller de ses vêtements mouillés, d'embrasser le bout de ses seins glacés, d'essuyer ses cheveux d'or trempés, de la réchauffer enfin, de se réchauffer en elle, seul port où il aspirait à se rendre, seule île qu'il désira visiter. Les exigences de la bienséance lui pesaient de plus en plus, et l'envie d'aller la chercher dans son infâme cagibi et de la transporter jusque dans sa propre cabine, comme une reine, au vu et au su de tous, le démangeait de plus en plus furieusement. Lorsqu'on toqua à sa porte, il courut ouvrir, certain que c'était elle, et se heurta au visage sévère de son second, ponctuel comme la mort. Avec raideur, il le fit entrer et le pria de s'asseoir à la table des cartes. « Lieutenant Bellini, je vous remercie pour l'efficacité et la compétence dont vous avez fait preuve. »« Je ne vous retournerai pas le compliment, mon capitaine, » dit Bellini sèchement. Guasparé le regarda avec un air amusé et patient. « Vous savez, capitaine, comment vous parvenez à être élégant malgré votre chemise mal boutonnée, à être insolent malgré le fait que vous ayez été pris en faute, à sourire avec ce détachement ironique alors que vous savez pertinemment que je suis en colère. Vous savez pourquoi vous parvenez à cela ?»« Dites-moi, lieutenant, » dit Guasparé d'une voix calme. « C'est parce que vous êtes Guasparé Albareno, prince de Marsilia. Votre élégance, votre insolence, votre ironie sont les accessoires d'un aristocrate. Et vous aurez beau connaître tous les termes du jargon de la marine, donner des ordres en usant de votre grade et attacher la chaloupe sur le bossoir de vos propres mains, vous ne serez jamais un marin, mon capitaine. » Guasparé acceptait la mercuriale avec grâce et savait qu'elle n'était pas finie. «
Vous ne prenez rien au sérieux, continua Bellini, et la mer est une chose sérieuse. Risquer la vie de vos hommes, votre navire, l'intégrité de vos passagers est une chose sérieuse. Trahir la confiance des hommes qui s'en remettent à vous est une chose sérieuse. Il y eut une pause, durant laquelle Guaspare se demanda si cette fois le second avait vidé le fond de son sac. « Avez-vous dit ce que vous aviez à dire, lieutenant ?»« Non. Si vous souhaitez que je reste sous votre commandement, il faudra me donner un véritable droit de veto sur les décisions que vous prenez lorsqu'elles me semblent contraires à la sécurité du navire ou de l'équipage. » Guaspare le regarda longuement, au fond des yeux. Ce jeune homme si droit, si enflammé, avait quelque chose qu'il n'avait pas et qu'il enviait. Des valeurs, des principes, le courage de s'opposer à son capitaine, à son futur roi peut-être. Et l'espace d'un instant, il abandonna son sourire ironique. Il se vit de l'extérieur et donna raison à son second. Il savait qu'il aurait dû avoir honte, mais ce sentiment ne l'atteignait pas plus que la compassion envers sa mère, ou l'inquiétude pour sa cité, ou même son désir de peindre. Était-ce sa faute, s'il n'habitait plus sa vie? Il y avait comme une taie devant ses yeux, des bouchons dans ses oreilles, une membrane autour de son cœur. Seule Agnésée était pleinement visible et audible, car elle seule existait. Le reste du monde était devenu presque transparent, fantomatique. Le lieutenant Bellini, par exemple, avec sa confiance trahie, son courage offensé, ses yeux étincelants, n'était qu'un petit personnage de carton qui s'agitait devant ses yeux. « Je vous accorderai ce droit de veto, lieutenant Bellini. À vrai dire, je vous confie le commandement de ce navire pour les jours qui viennent. En attendant, envoyez-moi Pietro si vous le voyez. » Bellini s'était attendu à une dispute, peut-être. Il semblait surpris que sa colère, ses exigences, aient tapé dans l'eau, sans rencontrer la moindre résistance. Il attendait, muet, le regard incertain. « Rompez, lieutenant !» Guaspare enfin se retrouva seul. Lorsque Pietro se présenta, il lui demanda d'aller chercher Agnésée. Et lorsqu'enfin la jeune fille arriva, et que les rideaux de la cabine furent tirés, le monde se ranima. Les bruits, les odeurs, les couleurs irriguèrent à nouveau la réalité. Guaspare se retrouva à nouveau dans son corps, à nouveau sensible, à nouveau vivant, plus vivant même qu'il ne l'avait jamais été. Il la déshabilla avec fureur, et les doigts emmêlés aux mèches d'or mouillées, les lèvres brûlantes sur la peau froide et salée d'embrun, il s'incarna en elle, il renaquit en elle, chair matricielle et finale, alpha et oméga d'un monde dont l'horizon, dans un tremblement de lumière verte, se refermait autour de lui comme un cercle